Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce lundi 15 février. Voici les titres. Le refus de passer en force ou la volonté d'apaiser les esprits le temps de la campagne des régionales. Nicolas Sarkozy renvoie les décisions sur les retraites à l'automne, un répit accordé aux syndicats qui critiquent néanmoins un calendrier serré. La Grèce n'a pas menti toute seule sur l'ampleur de ses déficits. Goldman Sachs, fleuron contesté de Wall Street et as du maquillage, lui a apporté son précieux et coûteux concours tout en misant parallèlement sur la faillite du pays. Explication d'Emmanuel Kessler. Catastrophe ferroviaire en Belgique où 2 trains de banlieue sont entrés en collision frontale ce matin près de Bruxelles. 18 morts selon un bilan officiel provisoire. Le trafic avec la France a été interrompu aujourd'hui. Les syndicats vont se retrouver ce soir pour décider d'une éventuelle journée d'action après les annonces du chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Leur a donc donné à moitié satisfaction en renvoyant les décisions sur la réforme des retraites à l'automne. Pas de passage en force ou en catimini d'ici là. On écoute le chef de l'État. Au début du mois de septembre, le gouvernement prendra ses responsabilités, déposera un texte, ce qui fait que la question de la pérennité de nos systèmes de retraite sera réglée à l'automne prochain. J'ai indiqué aux partenaires sociaux qu'en aucun cas je n'accepterai que soit remis en cause le principe de la retraite par répartition, pas plus que je n'accepterai que l'on diminue les pensions des retraités. Et pour le chef de l'État, il n'est pas question de différer les décisions. La survie du système de retraite en dépend, explique-t-il. Il n'a pas précisé les options privilégiées, recul de l'âge légal et allongement de la durée d'activité, 2 pistes rejetées par les syndicats. Sandra Cerquera. Les syndicats demandaient du temps et ils en ont eu. Pas de passage en force cet été, aucun texte présenté avant septembre. Nicolas Sarkozy a donc tenté de rassurer. Une avancée qui satisfait, mais dans la prudence. Si cette réforme nécessite plus de discussions que simplement le mois de septembre, il serait utile de desserrer ce calendrier. Ne nous enferme pas dans un calendrier qui ne nous permettrait pas de faire une vraie réforme qui réduise les inégalités et qui nous renverrait une nouvelle réforme dans 2 et 3 ans. D'autant plus que sur le fond, le dialogue s'avère difficile. Le report de l'âge légal après 60 ans et l'allongement de la durée d'activité, les syndicats y sont hostiles. Ils ne veulent donc pas perdre de temps en se réunissant dès ce soir. Les choses vont aller relativement vite. La question qui doit être à l'ordre du jour dès ce soir à l'intersyndicale, c'est la programmation d'une mobilisation coordonnée. Ce n'est qu'en avril que Nicolas Sarkozy a invité les partenaires sociaux à rouvrir le dossier des retraites. Pas plus tôt, car les syndicats prévoient déjà de se mobiliser en mars. Et en avril, l'échéance des régionales sera déjà passée. Et dans un instant, Jean-Claude Mailly de FO répondra à nos questions. Actualité sociale très chargée en ce lundi. Toujours le blocage sur les salaires à Ikea. Et puis émoi à Dreux, en Eure-et-Loire, où les grilles de l'usine Philips, qui assemble des téléviseurs, sont restées fermées ce matin. Les 212 salariés avaient reçu une lettre recommandée samedi, leur demandant de ne pas venir, partis en week-end vendredi, en laissant leurs affaires personnelles à l'usine. Ces salariés ne s'attendaient pas à être confrontés à ce qu'ils qualifient de méthode de voyous. Marie Brémaud. Ils sont venus comme tous les matins à l'aube sur leur lieu de travail, et ce malgré l'annonce de la direction de la fermeture de l'usine de Dreux et la suppression de 212 emplois. Visiblement, leur présence n'était pas la bienvenue. A priori, à l'intérieur, il y a une vingtaine de vigiles avec des chiens. Voilà comment vous traite la direction de Philips. Comme des chiens. Enfin, pire que des chiens, parce que les chiens sont à l'intérieur. L'humanité, il n'y en a pas beaucoup. Salariés et syndicalistes sont écœurés par la méthode jugée brutale et par les propositions de reclassement. Quand on apprend par lettre recommandée et par coup de téléphone de la direction de ne pas se présenter au travail le lundi matin à 5h, ça fout un peu les boules quand même. Il y a quoi être en révolution. Et quand vous avez une lettre recommandée qui vous donne un poste d'opérateur en Hongrie pour 450 € par mois et savoir parler le hongrois, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Dès aujourd'hui, les syndicats commencent à organiser la contestation. Réunis en assemblée générale ce matin, ils ont décidé de saisir la justice pour fermeture illicite du site. Le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, a quant à lui fait savoir qu'il rencontrerait dans les prochains jours les syndicats et la direction de Philips.
Bernard Thibault pour la CGT réclame au gouvernement des sanctions contre les dirigeants de Philips. Le syndicat FO entreprend des démarches judiciaires, comme nous le confirmera dans un instant Jean-Claude Mailly. Nouvelle agression d'un élève à Thiais dans le Val-de-Marne. 6 personnes, le visage caché par des capuches, se sont introduites durant un cours dans un gymnase municipal contigu au lycée Guillaume Apollinaire pour s'en prendre donc à coups de cutter à leur victime. Cette dernière, âgée de 18 ans, a été hospitalisée. Nouveau rendez-vous avec la justice pour Charles Pasqua. Il devra répondre devant la Cour de justice de la République à compter du 19 avril prochain de faits de corruption remontant à l'époque où il était ministre de l'Intérieur d'Édouard Balladur, l'affaire du casino d'Annemasse ou encore le versement de commissions sur des exportations d'armes. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin passe de la banlieue aux terres agricoles pour mesurer sa popularité, se présentant comme une alternative à Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin s'est donc rendu aujourd'hui dans le Finistère à la rencontre du monde rural et il a notamment visité une porcherie. Sur le plateau du 18h ce soir, Jean-Claude Mailly, donc également Philippe Crevel, économiste, favorable lui au relèvement de l'âge légal de la retraite, et Emmanuel Kessler pour une histoire édifiante. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes donc avec nous pour nous raconter cette nouvelle histoire incroyable du monde de la finance. La Grèce, qui a été montrée du doigt pour avoir maquillé ses comptes lorsqu'elle a rejoint l'Union monétaire, n'a pas agi seule. Selon des révélations du New York Times et également du Spiegel en Allemagne, la Grèce a reçu les conseils de la célèbre et controversée banque d'affaires américaine Goldman Sachs. Oui, c'est la première banque d'investissement au monde. Alors, c'est pas étonnant qu'un État fasse appel à Goldman Sachs. Toutes les grandes entreprises et tous les États consultent cette banque qui est une référence quand on veut emprunter sur le marché. Le problème, c'est que là, Goldman Sachs a fait tout un montage pour essayer de dire à la Grèce au moment où elle se qualifiait pour l'euro, bon, vos comptes ne sont pas terribles, mais on va maquiller tout ça en vous proposant un instrument financier très sophistiqué. Alors je vous passe les détails, ça joue sur les variations monétaires, qui va vous permettre d'emprunter à nouveau, de continuer à avoir un train de vie très dispendieux, sans que ça se voie dans vos comptes. Et ça donc, ça a permis de fonctionner pendant plusieurs années. Et bien sûr, Goldman a été grassement rétribué pour cela, une commission de 300 millions de dollars. Et puis, rebelote, au moment même où la Grèce commençait à avoir des difficultés financières, des émissaires de Goldman Sachs sont revenus à Athènes pour proposer cette fois une technique à peu près semblable pour dissimuler la dette sociale. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'était le moment où on commençait à s'inquiéter sur une possible faillite de la Grèce, ou en tout cas de très grosses difficultés financières. Et justement, à ce moment-là, Goldman a commencé d'un autre côté à jouer à spéculer sur les certificats d'assurance qui permettent de se protéger contre la faillite éventuelle d'un emprunteur. Et ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Donc vous voyez qu'ils ont joué sur les deux tableaux, à la fois banque conseil qui a poussé la Grèce au crime, et puis banque de marché qui en a largement profité. Et il faut dire, Emmanuel, que ce n'est pas la seule affaire dans laquelle est mise en cause Goldman Sachs. Non, le Congrès américain enquête en ce moment sur la manière dont près de 200 milliards de dollars d'aide publique du gouvernement américain pour sauver le plus grand assureur du pays, AIG, a finalement terminé pour une bonne partie dans les poches de Goldman Sachs, qui était un des clients d'AIG. D'ailleurs, Barack Obama s'est lui aussi inquiété de ce sujet. Alors on a interrogé cet après-midi Jean Arthuis, le président de la Commission des finances au Sénat. Il fait la part des choses, vous allez le voir, entre les déclarations prometteuses du G20 et l'art de les exécuter qui semble ne pas être encore tout à fait au point. Comment va-t-on passer aux actes et au fond, quels que soient les textes réglementaires, où en est l'éthique de ces différents opérateurs? On a vu que cette crise, qui a vu le jour pendant l'été 2007, c'est aussi la révélation d'une cupidité et d'une gloutonnerie scandaleuse. Cupidité, gloutonnerie scandaleuse. Je vous parlais de Barack Obama. Il a promis en principe un texte pour encadrer les banques. Mais en même temps, la semaine dernière, il a déclaré que les PDG des grandes banques étaient des hommes d'affaires très doués. Ils ont reçu beaucoup de bonus. Il faut dire que beaucoup d'ex-dirigeants ou cadres sup de chez Goldman Sachs occupent encore des places de choix dans l'administration américaine. Merci Emmanuel Kessler. Tout de suite, 3 questions à Jean-Claude Mailly.
Jean-Claude Maillet, bonsoir. Première question, d'abord je vous ai vu très attentif à l'histoire que nous racontait Emmanuel. La Grèce, il faut le dire, n'est pas la seule à opter aujourd'hui contrainte et forcée à des mesures d'austérité, sinon de rigueur. Est-ce que c'est une tendance lourde qui déferle aujourd'hui sur l'Europe, selon vous? Est-ce que la France pourra y échapper? Écoutez, on voit d'ailleurs que sur le plan de la régulation financière, monétaire, etc., rien, au-delà des déclarations, rien de réellement concret ne s'est mis en place. Et on sent très bien, et on entend, on écoutait, y compris hier par exemple, Monsieur Trichet de la Banque Centrale Européenne, dire il faut réduire les déficits. Personne n'est pour des déficits qui explosent, mais la grande crainte en Grèce, en Espagne, au Portugal, mais aussi dans d'autres pays, c'est on serre la vis à mort sur les déficits publics et les dépenses publiques et les dépenses sociales. Les maquillages ne suffisent plus aujourd'hui. Oui, d'une certaine manière, mais ça veut dire aussi que ça repose le problème, notamment des modalités de la construction européenne, en tous les cas pour nous, et du contenu du pacte de stabilité et de croissance. Tant que tous ces problèmes-là ne seront pas sur la table, continue à dire la crise n'est pas terminée. D'accord, mais la crédibilité monétaire, financière des États passe par des réformes qui seront immanquablement douloureuses. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Attendez, on ne peut pas nous expliquer, attendez, la crise c'est notamment, y compris le président de la République, dû à l'échec du modèle anglo-saxon, pour aller vite, et puis copier le modèle anglo-saxon pour essayer de sortir de la crise, à savoir réduire de manière drastique les dépenses publiques et les dépenses sociales. Il y a une contradiction. Si on veut des amortisseurs sociaux pendant une crise, encore faut-il qu'ils existent avant et après. Allez, deuxième question. Avant de revenir bien sûr au dossier des retraites, le climat social, avec cette fermeture ce matin, donc dès l'aube de l'usine de téléviseurs Philips, les employés ont trouvé la grille fermée à Dreux. Comment est-ce que vous réagissez à ce qui s'est passé? C'est inacceptable. Les syndicats non-FO attaquent en justice en référé pour non-respect du Code du travail. Il faut savoir par exemple que nous avions obtenu avec l'expert que le plan social soit suspendu. Donc il n'y a pas respect du Code du travail et on voit bien que le comportement de telles entreprises, c'est inacceptable. Est-ce que le gouvernement peut punir, selon vous, ce genre de comportement? Il doit agir en tous les cas. Le ministre de l'Industrie, ça a été évoqué, moi j'en ai parlé ce matin de ce dossier également. Christian Estrosi annonce une rencontre. Oui, une rencontre, mais je lui en avais déjà parlé la semaine dernière. Il y aura une rencontre avec les syndicats de l'entreprise. On ne peut pas laisser faire de tels comportements. Allez, troisième série de questions maintenant. Jean-Claude Maillet, bien sûr, sur le sommet social de l'Elysée. Les syndicats se retrouvent ce soir pour envisager une journée d'action. Est-ce que FO sera représenté à cette réunion syndicale? Oui, comme vous dites, c'est une réunion entre les syndicats. Moi, j'aime pas la formule de l'intersyndical, comme si c'était un bidule permanent qui deviendrait un syndicat. Chacun est responsable de ses actes, de ses prises de position. Dernière fois, nous n'étions pas allés parce que chacun s'est exprimé, c'est ce qui s'est passé. Chacun a dit ce qu'il avait à dire ce matin à la réunion et ce soir avec le président de la République. Ce soir, on discute des présidents, on peut discuter avec les syndicats. Donc, on va aller à la réunion ce soir, après on verra. Moi, je ne tire pas de plan sur la comète. Ce que nous connaissons, c'est quelles sont les positions de FO. Le moindre des choses, on est ferme. Heureusement mais quand je dis ça, on est ferme sur certains points. Pour nous, la question des retraites, parce qu'on ne peut pas ne pas parler des retraites, c'est d'abord une question de financement. Et il y a ce que nous refuserons, le report de l'âge des 60 ans. Je l'ai dit ce matin, moi je dis les choses directement à mes interlocuteurs, l'allongement de la durée de cotisation, la remise en cause du statut global de la fonction publique, ça c'est des lignes rouges. On veut discuter de la question du financement. Il ne reste plus grand-chose à discuter si vous refusez les principales options. Non, mais alors, les options de qui? Les options du gouvernement, les mêmes options qu'avant la crise, comme s'il n'y avait pas eu de crise. Attendez, vous pouvez reprendre les déclarations de M. Bertrand quand il était ministre des Affaires sociales, c'est à peu près la même chose que ce que dit M. Darcos aujourd'hui, comme si la crise avait été zappée. De FO est différente des autres syndicats. Écoutez, nous on est ferme. Vous estimez que certains peuvent boucher, par exemple sur la durée de cotisation? J'étais le seul ce matin à dire que vous étiez le seul. Sur la durée de cotisation, je dis pas que les autres sont pour, mais j'étais le seul à dire qu'on était contre le allongement de la durée de cotisation, par exemple. Mais ça veut pas dire que les autres sont pour. Mais moi je l'ai dit ce matin. Donc, mais non, on dit pas qu'il faut rien faire. Le chef de l'État? Il ne répond pas là-dessus. Ah bon? Il a uniquement sur cette question-là évoqué le calendrier. Il a dit deux choses. Le seul. Vous avez été le seul ce matin. Sur la durée de cotisation. Sur la durée de cotisation. Pas sur les 60 ans, sur la durée de cotisation. Sur la durée de cotisation, vous êtes le seul FO à l'avoir dit ce matin. Ça ne veut pas dire que les autres sont pour. Mais c'était le seul à l'avoir dit ce matin. Après, chacun prendra ses positions. Donc ce soir, il y a une discussion. On verra bien ce que ça donnera. Moi, Est-ce que ça donnera? Est-ce que vous imaginez déjà une journée d'action? Il faut voir dans quelles conditions, sur quelles revendications. On n'est pas dans le symbole, là. On ne va pas faire une manif pour faire une manif pour le symbole. Moi, je veux voir les conditions, et c'est pour moi qui décide. Il y a des instances à force ouvrière qui se positionneront. Réservé sur... On va discuter. On est prêt à discuter avec tout le monde. Le président de la République, comme les autres syndicats, ça me paraît évident. Bon, sur l'âge légal, que dites-vous? Vous êtes contre, donc, mais en quoi, selon vous, ce recul affecterait les salariés qui, aujourd'hui, vous le voyez bien, on le voit bien autour de nous, majoritairement, sont obligés de cotiser bien au-delà de 60 ans pour toucher leur pension? Quelle est la situation aujourd'hui? Prenons la situation des salariés aujourd'hui. Vous avez effectivement l'âge moyen
aujourd'hui de liquidation de la pension, c'est-à-dire l'âge à laquelle on dit à sa caisse de retraite on veut partir, c'est 61,5 en gros. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui liquident leur pension à 65 ans, par exemple des femmes qui n'ont pas eu une carrière longue, il y en a 100 000 en 2008, 100 000 sur 700 000 qui ont liquidé à 65 ans. Mais il faut savoir aussi qu'en 2008, c'est le dernier chiffre global connu, mais ça n'a pas dû changer beaucoup en 2009, 70% des salariés qui liquidaient leur pension l'ont fait à 60 ans ou moins. Donc 30% plus. Moi, quelqu'un qui dit tous les ans à son employeur, c'est une possibilité aujourd'hui, je veux continuer à travailler un an de plus, si c'est volontaire, on s'y oppose pas. D'ailleurs, c'est souvent l'employeur qui s'y oppose. Par contre, qu'il y ait une contrainte, écoutez, quand on parlait Manuel Kessler parlait des comportements des banques. Quand on les a aidés, on leur a pas mis de contraintes et on va en mettre aux salariés. Donc regardons bien la situation telle qu'elle est. Justement, regardons la situation et les comptes. Jean-Claude Maillet, alors après, il y a contestation des comptes. Il y a un problème de financement. Ah oui, il y a un problème de financement. Ça, vous le reconnaissez. Bien sûr. Attendez, on n'est pas alors, aveugle. votre alternative, si vous ne voulez pas allonger la durée de cotisation, ni repousser l'âge légal, c'est quoi? Oui, qu'on regarde justement la situation financière des régimes. On a bien regardé. Si vous prenez le régime privé, par exemple des salariés du privé, il y a toute une série de choses pour lesquelles les gouvernements successifs s'étaient engagés et qu'ils n'ont pas fait. Ça va sur l'alimentation du Fonds de solidarité vieillesse, par exemple, qui devait être alimenté par une CSG à 1,3 points, qui l'est par une CSG à 0,8 points, ça fait 5 milliards d'insuffisance chaque année. C'est notamment ce qui compense les pertes de cotisation quand un salarié ne travaille pas, par exemple. Il y a les exonérations de cotisation qui n'ont pas été compensées, c'est 1 milliard pour la caisse vieillesse. Il y a la non-alimentation du fonds de réserve. Bon, quand on regarde tout ça, vous écoute, mais on se dit, ce sont des recettes de poche par rapport au déficit qu'on nous annonce. Ah non, attendez. Quand François Fillon dit qu'il manquera 100 milliards par an à partir de 2050. Ah oui, mais il met tout là-dedans. Et puis, attendez, 2050, je suis désolé, le Premier ministre, il sera mort et moi aussi. Vous savez, l'économiste Keynes disait la seule chose, je n'ai plus la formule exacte, ça n'empêche pas de prévoir. La seule chose qu'on est sûr à court terme, à long terme, c'est qu'on sera tous morts. Oui, alors, ça n'empêche pas de prévoir l'avenir pour les enfants et les petits-enfants. Oui, non, mais d'accord, mais je veux bien des prévisions à 2050, ça n'a aucun sens. On ne sait même pas le taux de croissance de l'année prochaine. Alors arrêtons sur ce genre de choses. Puis ils mélangent tout. Moi, je regarde les chiffres que l'on a. Aujourd'hui, on est loin sur 5 dernières prévisions, sur 5 ans, 2009-2013, en cumulé, ça fait 58 milliards d'euros. Il faut rajouter les 15 milliards d'euros du Fonds de solidarité. Vous estimez qu'on peut combler ces déficits? Ça suppose, à partir de là, une fois que j'ai dit il manque de l'argent, j'ai pas trouvé l'argent. Mais après, on a des propositions. Je vais prendre un seul exemple. Allez-y. On a voté, enfin quand je dis on, a été voté il y a 2 ans et demi, 3 ans, l'exonération pour les entreprises ou les fonds financiers qui vendent leurs actions. On les a exonérés d'impôts sur les plus-values. Vous savez qu'on nous avait dit que ça avait coûté quelques centaines de millions d'euros. L'année dernière, ça a coûté 8 milliards d'euros. On a déjà claqué 20 milliards d'euros là-dessus. Et ça n'a créé aucun emploi. Voilà, ça, c'est des sources ça veut dire une réforme fiscale d'ensemble. En face de vous, Jean-Claude Maillet, nous avons demandé à Philippe Crevel de nous rejoindre, économiste, qui lui estime qu'il faut vraiment faire reculer l'âge légal de départ. Vous écoutez, Jean-Claude Maillet, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Et éventuellement, quels arguments est-ce que vous avez pour le convaincre de changer d'avis? Moi, je comprends bien sa position. C'est vrai que les salariés, on a tous envie de partir le plus tôt possible à la retraite. C'est un souci légitime, socialement. Après, il y a les réalités économiques. Augmenter les cotisations. Le problème, c'est que la France est déjà dans le haut du peloton. Vous augmentez les cotisations, vous détruisez des emplois. Non. Si. Non. Vous favorisez les délocalisations, déjà qu'elles sont élevées, qu'il y a une désindustrialisation forte, où on fait des allègements sur les bas salaires, donc on va donner d'un côté ce qu'on prend de l'autre. Bon, qu'est-ce que vous défendez, vous, comme position? Moi, je défends la position qui est le report, qu'on change le curseur. Aujourd'hui, il y a un curseur qui est à 60 ans. Et tout le monde se positionne, et là je reprends la position de Jean-Claude Maillet, qui est tout le monde se positionne sur 60 ans. Les entreprises comme les salariés. D'ailleurs, c'est simple, jusqu'à 60 ans, la France est dans la moyenne européenne en matière d'emploi. À 61 ans, le taux d'emploi des seniors chute à 17%. Alors qu'avant, entre 55 et 60 ans, on a à peu près le même niveau que les autres pays, ce qui prouve bien que c'est un effet de curseur. Tous les autres pays ont reporté l'âge légal. Je veux bien qu'on soit plus... Pour encourager l'emploi des seniors au-delà de 60 ans. Ils ont joué sur le curseur. Moi, je veux bien qu'on soit plus intelligent que les autres. Mais alors là, c'est l'exception française. Vous pensez qu'il faudrait mettre l'âge légal à combien, vous? Progressivement, il faudra la porter à 65 ans. 65 ans.
Oui, non, je suis en désaccord, y compris sur le raisonnement économique, pardonnez-moi. Mais la compétitivité, c'est une notion relative. Il y a une crise, y compris le président de la République, au moins dans ses discours internationaux, dit il faut changer le modèle, il faut réviser le modèle, il faut qu'on ait maintenant de la régulation, de la réglementation internationale, y compris si la compétitivité, c'est bien une notion relative. Quand dans le taux de prélèvement obligatoire, mélangeons pas les torchons et les serviettes. Vous avez plus de dépenses de santé, par exemple, ou voire de retraite aux États-Unis, sauf que c'est réparti différemment. Comme c'est privé, ça rentre pas dans les dépenses, dans les prélèvements obligatoires. Moi, je n'ai pas le dogme des prélèvements obligatoires. Le coût du travail aux États-Unis est inférieur au coût du travail en France. Je n'ai pas le dogme des prélèvements obligatoires. Qu'on se comprenne bien. Oui, mais moi, je préfère être habité en France, pardonnez-moi, qu'aux États-Unis, où vous avez 60 millions de citoyens américains qui sont sans couverture sociale. Bon, un autre argument, Philippe Crevel. C'est pas un bon exemple pour moi. Les États-Unis, les camarades américains, ils préféraient notre système en matière sociale. Autre argument. Sauf que bon, jusqu'à la crise, ils avaient un taux d'emploi qui était quand même meilleur que le nôtre. C'est vrai que depuis, ils nous ont retrouvés. Mais ils ont une capacité à créer plus d'emplois que la France et à sortir de la crise beaucoup plus vite que la France. Autre argument sur les retraites. Bien sûr, mais pendant la crise, tout le monde dit la France souffre moins que d'autres parce qu'on a les amortisseurs sociaux. On repart moins vite que les autres. Oui, bien sûr. Oui, ça a des avantages et des inconvénients. Mais je rappelle qu'on est article 1 de la Constitution dans une république sociale et que ça confère certaines structures en termes de régimes sociaux et de services publics. Les retraites encore. Sur les retraites, le fait de modifier à 65 ans, le coût, l'avantage pour les régimes de retraite sera important. Ce sera 6 milliards le passage à 62 ans. C'est un gain de 6 milliards de manière pérenne. Alors que l'histoire sur les plus-values, c'est un peu un coup à une seule balle. Parce qu'une fois que les plus-values auront été prises, on sait bien que les entreprises feront tout pour éviter d'en refaire. De même, donc pour vous, il n'y a pas d'alternative. Pour moi, à terme, il y a forcément allongement de la durée de cotisation avec un partage de tiers, un tiers, comme le gouvernement le propose. Ça veut dire qu'on gagne chaque année 3 mois d'espérance de vie. Il est assez légitime. Est-ce que c'est 2 tiers, 1 tiers? Est-ce que c'est 50-50? Voilà un débat. Est-ce qu'il faut donner 50% de temps de retraite supplémentaire et 50% de temps de travail supplémentaire? Pour moi, c'est le vrai débat qui doit avoir lieu. Jean-Claude Maillet, en renvoyant le dépôt de ce projet de loi de réforme à l'automne, est-ce que Nicolas Sarkozy vous a accordé un répit? Est-ce que vous pensez qu'une concertation va pouvoir s'engager? La concertation, ce qu'a dit le président de la République, démarrera en avril. Parce que vous êtes satisfait? Attendez, 2 choses. Il démarrera en avril après les régionales. Il l'a pas dit ça, mais ça va de soi. Hein. Après, de repousser en septembre. Bon, ok, ça veut dire qu'il n'y aura pas de publication de loi en mois de juillet ou de décret au mois de juillet ou au mois d'août. Oui, non, mais bien sûr, hein. en catimini, je veux dire. Hein, ça. Alors c'est en septembre, ça gagne pas beaucoup de temps. Hein, si on veut un débat de fond, parce que moi, je considère que c'est un débat de société. Hein, et un débat de société. Il a déjà eu lieu beaucoup ces dernières années, reconnaissez-le. On connaît un peu le diagnostic. Non, mais attendez, le diagnostic, c'est une chose. Oui, mais attendez, mais il s'est passé quelque chose. Enfin, moi, je veux pas qu'on zappe la crise. Je ne veux pas qu'on zappe la crise. Il y a un sentiment d'injustice qui s'est fortement développé dans ce pays, au-delà même du dossier retraite, même s'il y a un lien. Nous, on est partisans d'une grande réforme fiscale. Il faut réintroduire de la justice et de l'égalité de droit et de l'équité, y compris dans la fiscalité. Donc ça, je veux pas qu'on le zappe. Hein, sinon, on est reparti comme avant, donc ça veut dire qu'on se replantera très rapidement. D'un mot encore, est-ce que vous estimez que le sommet social de ce matin a été utile? Ça fait partie utile ou pas? Ça fait partie des... au moins utile sur un point. Vous avez pu affirmer votre position, en tous les cas, directement dans le chef de l'État. Moi, je dis la même chose en public qu'en privé, donc y compris devant le président de la République. Donc ça a au moins été utile, en tous les cas, sur un point qui concerne quelques dizaines de milliers de personnes. J'ai obtenu le maintien de l'allocation équivalent retraite pour l'année 2010. Tous ceux qui sont concernés savent ce que ça veut dire. Ils vont pouvoir... représente quelques milliers de personnes. Quelques dizaines de milliers peut-être même. Ils vont pouvoir avoir un revenu à 1 000 € au lieu de 450. Question du Nouvel Obs, notre partenaire aujourd'hui. Êtes-vous prêt à travailler au-delà de 60 ans? Vous ne serez pas surpris, Jean-Claude Mailly? Oui, regardons les résultats, ils vont s'afficher, je vais les découvrir avec vous. 28% seulement, non, 69%, monsieur l'économiste, il faudra encore user des arguments que juste vous un avez mot, si je peux, juste un mot. Moi, je dis toujours aux employeurs publics et privés, posez-vous une question. Si les travailleurs prenaient leurs pieds dans leur travail, ils ne demanderaient peut-être pas à partir. C'est pas faux. Il y a, à mon avis, une question de gestion de ressources humaines à faire. Autre sujet, c'est vrai, qui est directement lié à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Dernière page du 18h, notre rendez-vous avec les élections régionales. Et donc, nous allons aujourd'hui en Alsace.
Nous avons donc rendez-vous cette semaine avec l'Alsace, région composée donc des départements du Haut et du Bas-Rhin, comme nous le rappelle cette carte. Région clé du scrutin des régionales, puisque l'une des deux détenues, vous le savez, par la droite, même si ce terme semble peu approprié à l'option centriste plutôt consensuelle qui a longtemps eu cours en Alsace. Les enjeux du scrutin avec ses acteurs nous sont présentés par Thomas Raguet. Le 25 février et donc le 4, je suis à Saverne. D'accord. Le calendrier est bien rempli. Après d'un mois du premier tour, Philippe Richert, tête de liste UMP en Alsace, attaque le cœur de la campagne. Son objectif, succéder à Adrien Zeller, son partenaire en politique et ancien président de la région, décédé brutalement en cours de mandat. Adrien Zeller était un grand président de région. J'ai été très heureux de travailler avec lui et c'est bien dans la continuité qu'on s'inscrit, en sachant que nous avons, pour les années qui viennent, un challenge à relever, qui est celui de permettre, dans cette période de crise, de faire repartir l'Alsace dans la bonne direction. Une crise économique qui touche durement l'Alsace, jusque-là privilégiée, à l'image de cette ancienne usine de textile. Une conjoncture sur laquelle le socialiste Jacques Bigot compte bien s'appuyer. Je crois qu'il y a une espèce de continuité logique dans une terre dans laquelle il n'y avait pas de difficulté. Et lorsque nos électeurs vont constater qu'il faut peut-être se bouger, ils se diront peut-être que d'autres équipes peuvent être peut-être plus efficaces que celles qui ont précédé dans la gestion de la région. Et pour ravir la région à la droite, les socialistes devront compter sur les écologistes, forts de leur succès aux élections européennes. Aujourd'hui, nous pensons véritablement que l'écologie doit donner sa pleine mesure et que pour cela, eh bien, les écologistes doivent avoir la volonté d'accéder aux responsabilités. Ça sera aux électeurs d'en décider. Cette soudaine popularité a convaincu Antoine Wechter, écologiste historique de la région, de se rallier au mouvement. Ce sont les électeurs qui très clairement ont dit « vous avez la possibilité de gouverner la région ». Et par conséquent, ce serait une erreur de ne pas saisir cette opportunité. Les Alsaciens rasent les murs et pour ne plus raser les murs, ceux qui ont de l'argent, ceux qui peuvent encore vendre la maison, eh ben ils partent. L'Alsace, c'est aussi un bastion historique de l'extrême droite. Patrick Binder y avait comptabilisé plus de 22% des suffrages en 2004 au second tour. Si depuis, le FN s'est effondré aux différents scrutins, le candidat veut y croire. Les gens cherchent autre chose, veulent autre chose, et ils ne croient plus dans les promesses électorales. Et c'est vrai qu'il y a une grande déception. Et si vous voulez, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de captiver toute cette déception. Des déçus qui pourraient être la clé de l'élection s'ils choisissent ou non d'aller voter. En 2004, 4 électeurs sur 10 ne s'étaient pas déplacés. Voilà, en Alsace, avec un candidat du Front National qui veut captiver les voix. Thomas Raguet, vous êtes l'auteur de ce reportage en Alsace et vous avez constaté là-bas que les enjeux régionaux dominent la campagne, ce qui n'est pas le cas partout. Oui, parce que l'Alsace, c'est une région à part. Elle est à part géographiquement entre les Vosges et le Rhin. Elle est à part historiquement. Elle a été allemande jusqu'en 1918. Elle est à part parce qu'il y a le bilinguisme qui est très développé. Et forcément, les Alsaciens veulent qu'on s'intéresse à leurs problèmes. On parle de chez soi. Voilà. Alors d'abord, pourquoi l'écologie est-elle aussi en vogue ? Alors ça date des années 70, à l'époque on installe la centrale nucléaire de Fessenheim, qui est actuellement la plus ancienne actuellement en service. Ça crée beaucoup de remous et des mouvements contestataires se créent, où on retrouve Antoine Wechter notamment. Il y a aussi la présence de l'Allemagne, où les Verts sont très implantés, avec la ville de Fribourg, qui est un modèle en termes de développement durable. Est-ce que le Front National, vous avez parlé de son effondrement au fil des scrutins, peut encore peser au cours de ce scrutin régional ? C'est une des inconnues de ce scrutin. Bon, on sait bien que les électeurs du Front ne disent pas toujours dans les sondages qui vont voter pour le Front National. Un des sondages que Public Sénat a fait d'ailleurs récemment les donne à 11%, donc ils seront certainement au second tour, ce qui jouera peut-être en défaveur du candidat UMP. À suivre notre documentaire du lundi, nous partons pour le Kosovo. Comment ce pays désormais indépendant tente de se construire. Merci Thomas. Bonsoir à tous. Il s'agit de conscience, il s'agit de morale, il s'agit de cœur et je place tout ça au-dessus de la convocation à Matignon, quoi. Vous voyez ? Elle est rebelle et ne craint pas, dit-elle, de se faire virer. Cette semaine, nous vous proposons de déshabiller en tout bien, tout honneur Ramayad, la ministre la plus populaire du gouvernement, que nous avons fait réagir à une série d'extraits et d'images. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité.
samedi à 23h45 sur Public Sénat. Public Sénat vous fait vivre les élections régionales. Chaque semaine, dans le 18h et le 22h, vous découvrirez une région à travers des reportages sur la campagne et les grands dossiers. Et chaque semaine, un sondage exclusif avec l'IFOP et Paris Match. Le mercredi, Michel Grossior animera des face-à-face entre les principaux candidats, sans oublier les principaux meetings des groupes politiques, toujours en direct. En attendant les grandes soirées électorales des 14 et 21 mars, les élections régionales, ce sont des débats, des directs et des reportages, toujours sur Public Sénat. Da li možete da se osjećate kao građanin Kosovar? On je malo. Ne, pitanje je vrlo neobično, mada realno, mislim. Tako da, ne bih znao šta da kažem. To bi bio moj odgovor.